Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Les titres sommaires de cette édition. Plus de 10 milliards de francs CFA pour financer le projet d'urgence agricole pour le renforcement de la sécurité alimentaire. Un appui financier du FIDA conclu hier par la signature à Abidjan d'un accord de financement entre le vice-président du Fonds international de financement agricole et le ministère de l'économie et des finances. Une notation financière classe la Côte d'Ivoire au 2e rang des performances économiques en Afrique subsaharienne, un classement qui dénote des avancées considérables du pays sur le plan de l'environnement des affaires. Le ministre de l'économie et des finances explique dans ce journal toutes les implications. Et l'actualité en France, le projet de loi sur le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants obtient l'approbation de l'Assemblée nationale. Pour l'application effective de cette loi, le gouvernement français devra attendre l'accord du Sénat qui doit se réunir ce vendredi. Bienvenue dans ce Trésor. Ce journal est traduit en langue des signes. Nous démarrons par cette fête à l'école des forces armées de Zambakro. Comme c'est de coutume, tous les ans, à cette période de l'année, une promotion a passé le relais à une autre en présence du Premier ministre Patrick Achi. Une cérémonie marquée par l'entrée de la 52e promotion et la remise d'épaulettes d'officiers à la 51e promotion. Des promotions baptisées des noms des défunts Premiers ministres Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly. Les nouveaux officiers en bons serviteurs de la République ont prêté serment d'allégeance à la patrie. Abou Sanogo. Le Premier ministre Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara à la fête école de l'école des forces armées de Zambakro. Une école qui a pour mission d'assurer la formation des élèves officiers et le perfectionnement des officiers stagiaires. Une fête marquée d'abord par le baptême des stagiaires de la 52e promotion. Au nombre de 111, dont 92 de la Côte d'Ivoire, 2 du Bénin, 2 du Burkina Faso, 2 du Cameroun, 1 du Gabon, 2 du Sénégal et 2 du Togo, ces élèves officiers d'active étaient inconnus dans la lignée des promotions d'officiers. Pour mettre fin donc à ces statuts, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a procédé à leur baptême pour qu'ils deviennent seulement après une promotion d'élèves officiers d'active. Votre promotion s'appellera promotion Ahmed Bakayoko et votre parrain sera monsieur le général de corps d'armée Philippe Bango. Maintenant consacré au vrai sens du thème élèves officiers d'active, le commandant de l'école des forces armées va leur confier de façon symbolique le drapeau de l'école. Chers élèves officiers de la promotion Amadou Gon Coulibaly, vous vous apprêtez à endosser une charge bien singulière, celle de commander des soldats dans l'exécution des missions qui vous seront confiées. Pour cela, il vous faudra apprendre votre métier et forger votre caractère de chef, conscient qu'on ne vous pardonnera ni approximation, ni indécision. Ensuite, la remise des épaulettes d'officiers de la promotion Amadou Gon Coulibaly. Ayant achevé leurs 2 années d'études, ces élèves officiers et ceux de la 15e promotion des médecins vont être promus. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, je vous nomme respectivement médecin lieutenant et sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre grade. Intégrant désormais la grande famille des officiers, ils reçoivent les insignes de leur grade. Des mains du Premier ministre Patrick Achi, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a rendu hommage aux parrains de 2 promotions. Si ces promotions portent leur nom, c'est en référence à leurs nombreuses qualités humaines et professionnelles auxquelles nos jeunes officiers doivent s'identifier. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence ce jour réaffirme l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, visant à bâtir une armée républicaine, moderne, performante et surtout à la hauteur des attentes des populations. Les investissements au profit de l'outil de défense depuis bientôt 10 ans, à savoir la dotation d'équipement, l'amélioration des conditions de travail, la création de nouvelles structures en passant par le recrutement des jeunes
traduisent la volonté du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un havre de sécurité. Quant à vous, sous-lieutenant de la promotion Amadou Gon Coulibaly, l'éponyme de votre promotion vous honore et vous engage à demeurer fiers, loyaux, courageux, à l'image du lion, comme on appelait affectueusement celui dont vous aurez décidé de porter le nom. L'étape qu'ils achèvent n'est que la première d'une longue carrière qui fait de l'officier un meneur d'hommes. Conduire les hommes, c'est le rôle de la formation qui, au-delà de son aspect proprement militaire, doit fournir les hommes et les femmes les plus aptes à saisir et à exploiter les données et la défense du pays. Voilà, des officiers engagés pour la patrie. Nous en venons à cette information citée dans les titres. Le projet d'urgence agricole obtient un financement de plus de 10 milliards de francs CFA du Fonds international de développement agricole, le FIDA. L'accord de financement a été signé hier par le vice-président du FIDA et le ministre ivoirien de l'économie et des finances. C'était à Abidjan. Le compte-rendu de Jean-Luc Bongo. Un prêt de 15 640 000 euros, soit un peu plus de 10 milliards de francs CFA. C'est la contribution du Fonds international de développement agricole, FIDA, au projet d'urgence agricole. Un projet qui vise à atténuer les impacts de la crise sur les communautés les plus vulnérables. The signing of the financing agreement of the Agricultural Emergency Support Project. La signature de la convention de financement du projet d'appui d'urgence agricole est un exemple concret de notre détermination à soutenir les petits agriculteurs ivoiriens et la sécurité alimentaire pendant cette pandémie. Fournir aux petits exploitants des technologies adaptées, des formations, des ressources financières et un accès au marché sera la clé d'une reprise durable. Le projet d'urgence agricole vise essentiellement à soutenir les ménages ruraux fragilisés par la crise sanitaire de la Covid-19 et à contribuer à la relance de l'économie agricole. De manière concrète, il s'agira de maintenir et d'améliorer à travers ce projet la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages tout en soutenant la relance avec l'approche Build Back Better, c'est-à-dire reconstruire en mieux en vue de renforcer la productivité agricole, la résilience climatique des petits exploitants agricoles et leur capacité à générer un revenu sur le long terme. D'une durée de 3 ans, de 2021 à 2023, le projet porte sur un montant global évalué à environ 27 milliards de francs CFA. Une contribution saluée à sa juste mesure par le ministère de tutelle. Pendant les différentes crises qu'a connues notre pays, le FIDA est toujours resté à l'écoute de nos préoccupations en mettant en place notamment des programmes d'urgence pour soutenir les populations rurales en détresse. Outre le fait que son taux d'intérêt s'évalue à moins de 1% pour une durée de 20 ans, ce prêt devrait permettre aux acteurs des filières agricoles concernés par le projet de bénéficier de crédits à taux zéro et facilitera leur transition vers une économie de marché basée sur des pratiques agricoles résilientes au changement climatique et sobres en carbone. Parlons d'économie. La Côte d'Ivoire enregistre des avancées considérables sur le plan de l'environnement des affaires. Elle est en bonne position sur l'échelle de notation financière et est classée 2e en Afrique subsaharienne par l'agence Fitch Ratings. Une notation qui nous positionne juste derrière le Botswana et au même niveau que l'Afrique du Sud. Cette performance économique, le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, l'expliquait hier sur le plateau du 20h, suivant un extrait de son intervention. Une notation souveraine, c'est l'appréciation de la capacité d'un pays à pouvoir honorer ses engagements. Ça mesure également la capacité d'un pays à pouvoir faire en sorte que les investisseurs soient, disons, je dirais, dédommagés de leurs prêts qu'ils font dans les différents pays. Ça traduit surtout la solvabilité d'un pays. D'accord. Ça. Au niveau de la Côte d'Ivoire, donc, comme vous l'avez noté, nous avons eu un double B avec Fitch. Il faut peut-être préciser que Fitch note la Côte d'Ivoire depuis 2014. Qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Je dirais que ça apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en fait, devient de plus en plus crédible.
la Côte d'Ivoire a une notoriété parce que, comme je l'ai dit, nous sommes parmi les rares pays qui ont une notation comme celle-là au niveau du continent. Et ce qui est important également, c'est de dire que nous allons avoir un coût de financement un peu plus bas parce que les investisseurs font confiance à la Côte d'Ivoire. Ça se traduit par cette notation. Et c'est un signal fort également en direction des investisseurs pour dire que nous allons poursuivre toutes les réformes qui ont été engagées et faire en sorte que nous puissions justement nous améliorer d'année en année. En termes de perspective, nous voulons faire mieux. Nous voulons faire mieux parce que nous voulons, comme vous le savez, le président de la République veut le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Donc nous devons travailler à faire en sorte que ce meilleur-là soit. Et ça nécessite donc que nous puissions améliorer notre notation. Et notre ambition, c'est de faire que d'ici 2 ou 3 ans, nous puissions être dans les grades, ce qu'on appelle grades d'investissement, avec, disons, un niveau de notation qui rassure davantage en fait, les investisseurs et les partenaires avec lesquels nous travaillons. Voilà une performance économique qui découle de la gestion des finances publiques. Et en la matière, le budget programme constitue la nouvelle méthodologie d'élaboration et d'exécution du budget de l'État. Pour assurer le suivi de ce nouveau cadre d'exécution budgétaire, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance forme ses agents. Ils ont ainsi reçu des notions sur le budget programme et ses procédés. Laure Goretti et Alexis Ouedraogo nous en disent davantage. Les membres et directeurs de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, formés sur la gestion des finances publiques. Depuis 2020, le gouvernement a adopté une réforme qui vise une gestion plus efficace des finances publiques, réforme matérialisée en 2020 par le basculement au budget programme, une gestion axée sur les résultats, une programmation des dépenses sur la base des ressources mobilisables sur 3 ans et l'existence d'un cadre de référence pour l'évaluation de l'action publique. Le budget étant une loi, dès l'instant où ça a été voté, tous les acteurs qui doivent utiliser le budget doivent être suffisamment formés pour pouvoir vraiment mettre en œuvre cette loi selon les règles de l'art. La finalité de l'intervention de l'État, c'est l'amélioration du bien-être des populations. En s'inscrivant dans cette dynamique, la Haute Autorité a élaboré un cadre stratégique 2021-2023 et différents programmes de travail sur une base triennale. Cette formation a donc pour but de permettre aux membres et directeurs de l'institution d'avoir une large vision de la notion du budget programme. Cette initiative pour permettre au personnel, aux membres de s'approprier certaines notions clés du budget programme, se familiariser à la gestion des finances publiques. Et dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ce renforcement est la bienvenue. La formation que nous venons de recevoir nous a été fort utile. Parce que c'est une gestion budgétaire qui rompt avec le passé. C'est-à-dire que du budget, autrefois des moyens, nous passons à un budget de résultats. C'est pour instaurer une cohérence entre les objectifs de développement et les capacités budgétaires du pays que le budget programme a été présenté comme mode d'exécution. Ce basculement concerne pour l'instant les administrations centrales et décentralisées, les institutions de la République ou autorités administratives indépendantes. Voyons à présent le point de la gestion de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le dernier bilan sur la situation sanitaire présente 47 nouveaux cas confirmés, 76 nouvelles guérisons et 2 cas de décès. Au total, 49 386 cas confirmés ont été répertoriés dans le pays, avec 48 655 personnes guéries, 324 personnes décédées. Il reste encore 407 cas actifs. Il faut donc rester vigilant. Le vaccin est disponible et gratuit. Plus de 9000 doses ont été à ce jour administrées dans notre pays. Et pour booster la sensibilisation, sachez que le ministre de la Santé, Pierre Damba, se fait témoin de la campagne anti-Covid. Il compte parmi les personnes qui ont achevé le processus de vaccination. La 2e dose du vaccin lui a été administrée hier. Le reportage de Franck Quadio.
Parc des sports de Treichville, le centre de dépistage et de vaccination contre la Covid-19 reçoit un visiteur particulier. Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, est venu recevoir la deuxième dose du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus après sa première reçue le 12 avril dernier. Un acte qui confirme la disponibilité des vaccins AstraZeneca, dont 268 000 doses sont arrivées lundi dernier à Abidjan. La vaccination est vraiment une opportunité pour nos populations dans le cadre de la riposte contre la Covid. Et je voudrais donc rassurer les Ivoiriens que c'est des très bons vaccins qui protègent effectivement donc, nos populations. C'est une belle opportunité que leur offre le chef de l'État et son Premier ministre en allant partout chercher les vaccins pour qu'ils puissent avoir ces vaccins-là et gratuitement, non seulement gratuitement, mais volontairement. Donc nous les invitons vraiment à venir nombreux donc se faire vacciner. La sensibilisation a permis d'accroître le nombre de vaccinés. Ce centre de Treichville atteint quotidiennement entre 500 et 600 vaccinés avec un pic de 1200 personnes en un jour depuis le début de la vaccination il y a 4 mois selon ses responsables. La Côte d'Ivoire dispose à ce jour de 3 types de vaccins, à savoir AstraZeneca, Pfizer et Sinopharm, des vaccins administrés à partir des 18 ans. Un autre rapport de vaccination anti-Covid, cette fois dans la commune d'Abobo. Les ferrailleurs de la casse ne se sont pas fait prier pour se faire vacciner. Mercredi dernier, une unité de santé mobile a administré plus de 300 vaccins dans ce parc à fer. Eugène Atoubé. Sous cette bâche, chacun attend patiemment son tour de recevoir sa première dose de vaccin contre la Covid-19. Ils sont venus en réponse à l'appel de la section d'Abobo, de l'Association des ferrailleurs des casses modernes de Côte d'Ivoire, AFECAMSI. Membres de la FECAMSI et toute autre personne exerçant une activité sur le site des ferrailleurs d'Abobo à Nador vont se vacciner contre la Covid-19 grâce à la présence d'une unité mobile qui sillonne les quartiers de la commune d'Abobo. Nous avons organisé la sensibilisation avec les kits. Donc c'est une continuité pour nous aujourd'hui. Si nous avons eu l'occasion de faire vacciner nos confrères ferrailleurs pour que la casse puisse faire 0 cas de Covid-19. La mobilisation des artisans ferrailleurs d'Abobo est le premier acte d'un programme de vaccination de 5000 artisans ferrailleurs prévu par la FECAMSI. Au premier moment de l'apparition de la pandémie à coronavirus, les ferrailleurs membres de la FECAMSI ont adopté les mesures barrières contre la Covid-19 grâce à une campagne de sensibilisation menée par leur association. Aujourd'hui, ils donnent un écho favorable à l'appel à vaccination du gouvernement qui met à la disposition des populations des unités mobiles pour toucher un plus grand nombre de personnes. Depuis le 5 du mois en cours, nous avons sillonné pratiquement la majorité des marchés d'Abobo afin d'atteindre le maximum de personnes. Nous vaccinons en moyenne 500 personnes par jour. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation qui a été faite, on m'a rapporté que je pouvais vacciner plus de 1500 personnes. La section AFECAMSI d'Abobo existe depuis 2004 et compte 23 sous-sections sur le territoire communal. Elle exhorte ses membres à se faire vacciner afin de briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Voilà, on vaccine à profusion ici, mais les campagnes de vaccination se mêlent à un pic de contamination ailleurs. L'exemple sur le continent africain de Kigali, au Rwanda, où la population est reconfinée. La Tunisie, elle, passe en alerte sanitaire. L'insuffisance du plateau technique sanitaire et la faible couverture vaccinale fait grimper la mortalité. L'Afrique fait face au variant Delta et seulement 8 millions de la population a reçu à cette date les doses nécessaires à une probable immunité. Il y a donc urgence et la situation sanitaire du continent est présentée ici par Alexis Ouedraogo. Je ne reconnais plus Mardi en Tunisie, le ministre de la Santé est limogé, accusé de mauvaise gestion de la pandémie à coronavirus. Le pays connaît un pic de contamination avec près de 18 000 morts. On a des pics énormes. On a eu même en temps réel 50 patients en même temps dans notre unité Covid aux urgences Paratrached de Sousse, alors que notre capacité maximale varie entre 18 et 20 patients.
Pénurie d'oxygène, de personnel médical, de lits de réanimation, la Tunisie est en crise sanitaire. Avec elle, des tableaux alarmants en Égypte, en Afrique du Sud, pays le plus touché par la Covid sur le continent, 2 millions de personnes contaminées et 60 000 morts. Mais aussi le Rwanda, qui jusqu'à présent avait réussi à contenir l'épidémie. Le pays fait depuis plusieurs semaines face à une explosion de cas qui oblige les gouvernants à reconfiner la population depuis samedi. Comme vous pouvez le constater, il n'y a personne, ce qui signifie que nous ne pouvons rien vendre. Cela aura des effets négatifs, mais nous continuons à suivre les mesures préventives jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Pendant ces 10 jours, nous allons nous protéger, même si les conditions seront mauvaises. Mais nous devons accepter le confinement et nous protéger. Le confinement est nécessaire pour lutter contre la pandémie, parce que cela réduira le nombre élevé de cas positifs et de décès. Et nous allons suivre les mesures préventives du gouvernement. Au Sénégal, à la veille de la Tabaski, le président Macky Sall menaçait de fermer les frontières et de restreindre les déplacements internes face à la multiplication des cas Covid. Le Sénégal a battu de nouveaux records d'infection, 50 000 cas recensés et plus de 1200 décès. Le Sénégal a battu un record incroyable au niveau de l'Afrique et donc c'est vraiment des choses à prendre en considération. Moi j'exhorte tout le monde, vraiment, d'abord de se conformer aux mesures et aux recommandations de la communauté scientifique et aussi quand nous aurons l'occasion de nous vacciner, il faut qu'on se vaccine. Parce qu'il ne sert à rien de s'entêter sur un problème que nous ne maîtrisons pas. Le pays avait jusque-là évité d'imposer des mesures trop restrictives pour endiguer le virus, misant plutôt sur l'incitation et la responsabilité individuelle. Au Kenya, en Érythrée ou encore en RDC, le nombre de cas actifs depuis les 5 dernières semaines ont doublé. L'OMS signale que les décès liés à la maladie sur le continent ont connu une progression de 43% en moins d'une semaine. Indexé, la poussée du très contagieux variant Delta jusqu'à présent détecté dans 21 pays africains, avec des décès enregistrés en Namibie, en Afrique du Sud, en Tunisie, en Ouganda et en Zambie. Aujourd'hui, seulement 8 millions d'Africains ont reçu les 2 doses nécessaires à une immunité. Au sommet sur le financement des économies africaines en mai dernier à Paris, les chefs d'État africains ont envisagé avec l'appui des partenaires la production de vaccins anti-Covid en Afrique. Il n'y a pas assez de mobilisation de ce côté-là de la part de nos populations. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Je crois que ça aura un impact assez important sur l'attitude des populations. Un appel réitéré à Abidjan lors du sommet de l'IDA en vue d'obtenir de nouveaux plans d'aide pour la relance économique et un meilleur accès à la vaccination. À mon nom personnel et au nom de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, je lance un appel à nos partenaires afin qu'ils s'approprient cette déclaration d'Abidjan et augmentent de manière significative leur contribution au profit de l'Association internationale de développement, l'IDA, pour lutter contre les inégalités et contribuer au financement des économies les plus vulnérables. Pour l'heure, en matière de vaccination, l'Afrique dépend du mécanisme COVAX et de dons qui arrivent au compte-gouttes. Avec le pic de la pandémie en Inde, principal fournisseur de COVAX, le pays a bloqué fin mars des exportations de vaccins. Le sommet du G7 a promis 1 milliard de doses, dont seulement la moitié devrait être livrée cette année. De leur côté, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 25 millions de doses en Afrique. Un geste salué par l'Union africaine, mais une goutte d'eau au regard des ambitions de l'Union africaine de vacciner 20% de la population du continent d'ici la fin de l'année, puis 60% en 2022.
Voilà le tableau alarmant de la pandémie de Covid-19 sur notre continent. La situation est aussi inquiétante et urgente en France. L'Assemblée nationale a donné son feu vert au projet de loi anti-Covid-19, le projet de loi sur le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Le texte doit être étudié ce vendredi par les sénateurs avant de pouvoir être définitivement adopté. Le gouvernement français espère que ce sera le cas d'ici la fin du week-end. La Côte d'Ivoire, qui mène une bataille ardue contre la Covid-19, se protège de toute autre éventuelle pandémie. Avec la récente résurgence des cas d'Ebola en Guinée, le pays voisin de la Côte d'Ivoire, le personnel de santé ivoirien est formé à la riposte en cas de détection de la maladie sur le sol ivoirien. Eugène Atoubé. Voici comment la Côte d'Ivoire prépare la riposte à une éventuelle épidémie à virus Ebola. Un exemple à Boisseau, dans le district sanitaire de la région du Sud-Komoué. Les agents de santé sont soumis à des gestes et actes nécessaires à effectuer dans une intervention en cas de survenue d'épidémie à virus Ebola. Un bel exercice de simulation qui vaut son pesant d'or. Les exercices de simulation sont des exercices qui sont mandataires pour l'ensemble des pays, qui doivent régulièrement, n'est-ce pas, tester leurs capacités, tester les grandes fonctions qui doivent être mises en œuvre pour donner réponse aux épidémies. IRC, notre partenaire, a mis à la disposition de cette région un centre des opérations d'urgence pour permettre donc la coordination de l'ensemble des opérations d'urgence dans la région. L'initiative de cet exercice de simulation est de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et IRC, ONG internationale intervenant dans divers domaines, dont la santé. Ces organisations collaborent dans cet exercice avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Après la déclaration de fin de l'épidémie en Guinée, la Côte d'Ivoire, qui partage avec ce pays la même frontière, teste régulièrement sa capacité de réaction. Lorsqu'il y a une épidémie, on ne sait pas quand l'épidémie va survenir. Donc mieux on est préparé, mieux nous pouvons riposter efficacement. C'est dans ce sens que le ministère de la Santé, avec nos partenaires, nous avons mis en place le comité opérationnel d'urgence pour qu'au niveau national d'abord, et ensuite, ça va être déployé au niveau des 33 régions. Les séances de simulation de riposte à une épidémie d'Ebola sont une mise en application du plan de contingence Ebola. Elles permettent également de faire des recommandations, renforcer la communication entre les intervenants de la riposte et la coordination entre centres et centres régionaux des opérations d'urgence de santé publique. Voilà, et même vaincue en Guinée, la Côte d'Ivoire reste sur ses gardes pour éviter une éventuelle survenue d'Ebola sur son territoire. Nous apprenions avec beaucoup de regrets la semaine dernière la disparition de l'ambassadeur Charles Gomis. Cette charismatique figure de la diplomatie ivoirienne est décédée le 16 juillet dernier. Hier, sa dépouille a été accueillie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est en présence d'une forte délégation de sénateurs et du président du Sénat. Le récit de Herman Guivet. La nuit est tombée sur Abidjan. Il est 19h06 à notre montre. Seuls, à deux, par petits groupes, les sénateurs passent la porte du salon ministériel de l'aéroport Houphouët-Boigny d'Abidjan. Tous venus accueillir la dépouille du sénateur Charles Gomis, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France pendant plusieurs années. Son Excellence Gomis a servi la Côte d'Ivoire. J'ai été marqué personnellement par cet homme. Il a été toujours à la tâche. Au niveau du Sénat, nous devrions avoir l'assistant parlementaire. Mais le vice-président Gomis n'a pas attendu. Lui-même, il a recruté un assistant parlementaire et il a commencé à travailler, à étudier les dossiers. Je vous assure que ça a été fantastique. Le général Gomis était vice-président du Sénat. Et nous avions de très bons rapports. Un grand monsieur qui a fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai été choquée quand la triste nouvelle est tombée. À sa famille biologique, je présente vraiment toutes mes condoléances. Charles Gomis a été vraiment un homme humble, à l'écoute de ses collaborateurs, en dépit de tout ce qu'il a comme profil, grand diplomate,
grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire. Puis, c'est au tour du président du Sénat, Ahoussou Kouadio-Jano, de marquer son arrivée. Ils sont environ une trentaine à avoir effectué le déplacement de l'aéroport Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le président du Sénat ne manquera pas d'exprimer sa gratitude à chacun d'entre eux pour leur présence effective avant de rejoindre plus tard le salon privé du salon ministériel. Les minutes qui suivent, les proches et les parents de feu le sénateur Charles Gomis font leur entrée au salon ministériel. Leur avion vient de se poser en provenance de Paris, la capitale française. Le temps d'une étreinte, solidaires dans la douleur, ils affronteront ensemble cette difficile épreuve. Une aide d'honneur est aussitôt formée par les sénateurs. Et voici la dépouille de l'ambassadeur Charles Gomis portée sous le regard de ses ex-collaborateurs. L'homme de Dieu présent dira une prière afin que le Tout-Puissant accorde aux défunts le repos éternel et sa bénédiction aux vivants. La prière achevée, le cortège funéraire prend la direction Bivocep, où attendent déjà certains parents, amis et anciens collaborateurs du défunt. L'homme de Dieu rappelle à tous que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Avant de se retirer, la délégation du Sénat, conduite par son président, Ahoussou Kouadio-Jano, présentera ses hommages à la famille du défunt. Voilà la dépouille de Charles Gomis reçue à Abidjan hier par le Sénat. Et dans le même temps funeste en Haïti, les obsèques du président Jovenel Moïse ont lieu ce jour. Des funérailles nationales ont lieu à Cap-Haïtien, grande ville du nord de l'île où il sera inhumé. Sont attendus pour ce dernier hommage des diplomates, des représentants de partis politiques et d'institutions haïtiennes, ainsi que les proches et les amis de l'ancien chef de l'État. Plus de 2 semaines après l'assassinat, l'enquête avance selon la police nationale haïtienne. 26 personnes au total ont été arrêtées et 3 autres ont été tuées après la tragique nuit du 7 juillet. Les commanditaires, eux, ne sont toujours pas connus. Ce journal s'achève ainsi. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information sur RTI 1 à 15h. Je vous souhaite un excellent après-midi.